Google va faire un câble entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui en fait est un câble qui est chargé de transmettre l'Internet entre l'Inde et l'Europe. Israël et l'Arabie Saoudite se trouveront dans un point névralgique pour tout ce qui sera le développement de l'information par Internet. Et comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de retrouver notre ami et éditorialiste économique, le docteur Daniel Guggenheim, pour sa chronique économique hebdomadaire. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on va parler peut-être ce matin, on va mettre de côté la crise économique, ou en tout cas une partie de la crise économique liée au coronavirus, pour revenir sur ce qui a été, on va dire, l'information de ce début de semaine, la rencontre entre Benyamin Netanyahou et le prince héritier d'Arabie Saoudite, rencontre discrète, presque secrète, mais en tout cas, cela nous permet de parler justement des liens économiques qui sont liés au rapprochement justement avec l'Arabie Saoudite. Quel peut être l'impact économique de ce rapprochement avec l'Arabie Saoudite en particulier, puisque l'on a déjà pas mal parlé du rapprochement, de la normalisation avec les autres pays du Golfe, les Émirats et le Bahreïn. Oui, comme vous l'avez dit, l'Arabie Saoudite, une partie dément qu'il y avait eu cette rencontre, mais à partir du moment où Israël le proclame, donc nous pouvons en parler à Kalita. Alors, concernant justement ce rapprochement qui doit un pas vers la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, je voudrais faire part à nos auditeurs de certaines informations dont je ne sais pas s'ils sont au courant ou pas, qui montrent que déjà il y a des fruits à cette normalisation. Premièrement, déjà depuis un certain temps, et surtout depuis le moment où les relations étaient officielles entre Israël et Dubaï et Bahreïn, les avions qui sont d'Israël peuvent passer au-dessus de l'Arabie Saoudite. Et c'est très important parce que Israël, comme ça, quand il y a des vols entre Tel Aviv et l'Inde, par exemple, ça permet aux compagnies israéliennes d'économiser du temps de trajet et bien sûr du coût pour le voyageur, et ça permet de rapprocher Israël de l'Inde. Et dans cette même perspective, il a été annoncé hier que Google va faire un câble entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui en fait est un câble qui est chargé de transmettre l'Internet entre l'Inde et l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, Israël et l'Arabie Saoudite se trouveront dans un point névralgique pour tout ce qui sera le développement de l'information par Internet. Il y a entre Google et ses concurrents une grande concurrence justement pour faire augmenter le débit d'Internet et les informations d'Internet le plus vite possible et le plus fort possible. Et ce câble va être stratégique. Il a coûté des 400 millions de dollars, si j'ai bien lu, et il sera énorme, ce sont des milliers de kilomètres, et il va permettre le rapprochement encore entre l'Inde et l'Europe, et quand Israël et l'Arabie Saoudite seront au milieu. Autre chose, donc ça c'était un premier point. Deuxième point qui est très très important, c'est que l'Arabie Saoudite se rapproche d'Israël pour deux raisons. Israël a une très bonne réputation mondiale concernant la high-tech, ce qu'on dit Startup Nation. Et l'Arabie Saoudite est très intéressée, puisqu'elle sait que le pétrole va une fois se terminer, de faire sa révolution qui lui permettra de rentrer dans l'ère technologique. Et elle pense que Israël et les sociétés israéliennes pourra lui être d'une aide. Ça, c'est la technologie elle-même. Un troisième point encore plus important, c'est la fintech. Tout ce qui est le rapport entre la finance et la technologie, et ça aussi, les sociétés israéliennes, surtout pour ce qui concerne les défenses cyber, sont très très connues, et l'Arabie Saoudite notamment, et les pays arabes à côté, sont très intéressés de faire des coopérations avec les compagnies israéliennes à ce sujet. La conséquence immédiate de ce que je viens de vous dire a été l'euphorie sur la bourse de Tel Aviv. Plusieurs fois, j'ai parlé que, à la différence des autres pays, surtout en Amérique, la bourse de Tel Aviv, ces derniers temps, n'arrivait pas à reprendre le bon chemin.
Et depuis cette annonce-là, et aussi, même après et bien sûr le vaccin, l'idée du vaccin a aussi ajouté, la bourse israélienne depuis plusieurs jours est vraiment dans l'euphorie. Une grande partie de son retard qu'elle a accumulé depuis plusieurs mois au point de vue de les valeurs commence à se résorber, et notamment le système bancaire, les valeurs bancaires et financières qui avaient été très touchées. Et tout ça, c'est en partie aussi lié à ce qu'on vient de dire, le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. Et Daniel, on va maintenant évoquer un sujet qui est très hautement polémique. On en a parlé pendant la première partie de cette heure d'actualité. Le budget de l'État 2020 qui n'a toujours pas été voté. On est à la fin du mois de novembre. Pas de budget pour l'année 2020, encore moins pour l'année 2021. Cela risque de faire voler en éclats la coalition gouvernementale pour rejeter le pays vers de nouvelles élections. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est de quoi sera fait ce budget de l'État 2020 qui doit finalement être voté avant le 27 décembre, le 23 décembre. Oui, avant de parler de ce premier budget, je voudrais juste rajouter un mot que je voulais parler, qu'il y a la nouvelle Janet Land va être celle qui va être la ministre des Finances en Amérique. Ça fait que les marchés sont très contents aussi. Et le dollar, et surtout en Israël, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, le dollar est à un niveau très très faible, le plus faible depuis le début de l'année. Il était hier, ce matin en dessous de 3,33, et j'en ai parlé il y a plusieurs semaines de ça. Il y a certaines précisions qu'il serait autour de 3,20 avant la fin de l'année. Donc ça c'est important. L'euro aussi, les shekel d'ailleurs, et c'est lié à ce qu'on a dit avant, est une monnaie, une monnaie très très forte en ce moment par rapport à tous les pays. Elle est un de ces sommets par rapport à toutes les autres monnaies. Pour revenir au niveau du budget, ce qui est très important de dire la chose suivante, c'est que, je ne sais pas jusqu'à quel point vous en avez parlé, normalement, il y a d'abord le budget 2020 qui doit être voté le 23 décembre 2020. Ce que je voudrais dire, c'est que normalement, quand il y a un budget qui est fait, déjà depuis le mois d'avril, le gouvernement commence à en discuter. Parce que il y a un budget, c'est aussi souvent aussi des réformes en profondeur de l'économie qui accompagnent le budget, des réformes structurelles qui doivent accompagner le budget. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est à moins d'un mois de ce 23 décembre, même pour le budget 2020, et pour l'instant, bien que le ministère des Finances a dit que le budget 2020, il est prêt au ministère des Finances, le gouvernement n'en a même pas encore parlé. Et donc, certains disent que peut-être dimanche prochain, et de toute façon, et c'est normal parce que c'est un processus démocratique, il y a besoin après que le gouvernement en parlé, il y a besoin de passer à la Knesset. Or, il y a une date limite pour ce que il arrive que entre au moins un mois qui doit être fait entre le moment où c'est passé au gouvernement et au moment où la Knesset et surtout la Commission des finances doit en discuter. Et on ne voit pas tellement bien, je parle maintenant du point de vue économique et financier, comment tout cela va pouvoir se faire. Je ne sais pas si vous l'avez dit, la Cour suprême hier a dit qu'en fait, il y a un très grand problème démocratique du fait qu'il n'y a pas encore de budget 2020 et elle donne jusqu'au 15 décembre au gouvernement pour répondre à ces problèmes-là. Et il est possible que d'ailleurs la loi qui avait permis de repousser au 23 décembre le budget 2020 soit annulée rétroactivement et ça fera un problème. Je ne connais pas, point de vue politique, comment ils vont s'arranger, mais point de vue économique et financier, les analystes économiques et financiers hier se sont posé le problème. Comment est-ce que, point de vue de ce qui doit être discuté, comment ça pourra être même si je parle de celui de 2020 qui doit être pour une semaine, a fortiori celui de 2021, de toute façon, c'est clair que celui de 2021 ne pourra pas être voté avant la fin du premier trimestre 2021 à cause que lui aussi il a besoin de réformes structurelles et également qu'il y ait une discussion démocratique à son niveau. Alors, Daniel, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui semble assez étonnant. On sait au cours des 2 dernières années, normalement, le flux de cash en Israël aurait dû se réduire considérablement de par l'utilisation des cartes de crédit qui a décuplé. Mais finalement, on a le sentiment que les Israéliens utilisent encore beaucoup de monnaie, de shekels en espèces.
Oui, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est des faits. J'ai vu hier des statistiques qui ont montré qu'il y a une augmentation massive de l'utilisation d'espèces, c'est-à-dire les Israéliens prennent beaucoup plus à la casse-pommade du liquide qu'ils ne le faisaient en 2019. Alors, les économistes ont essayé d'analyser, malgré ce que vous venez de parler, les incitations de la Banque d'Israël, la possibilité digitale de payer, que se passe-t-il? Pourquoi il y a ça? La première chose qu'ils ont dit, il y a une augmentation de 140% des chèques qui sont impayés. Et apparemment, à cause, justement, il y a un problème de faillite, pas seulement des entreprises, mais surtout des gens qui disent on ne peut plus payer. Et donc, ça, peut-être des gens, pour être sûr, ils disent moi, je te vends quelque chose, je te donne un service, je veux du cash. Une deuxième chose qu'on peut penser, la raison est, les personnes âgées, lorsqu'ils doivent déjà sortir à la casse-pommade, beaucoup dans le confinement sortent le moins possible, ils se disent si déjà je sors, je vais prendre le double de ce que je prends d'habitude. Et apparemment, ils ont aussi ce qu'on appelle des cassafates, c'est-à-dire on appelle ça en français, des distributeurs de billets. Non, les cassafates dans leur maison. Des coffres forts. Des coffres forts, voilà, vous avez trouvé le mot, des coffres forts où ils mettraient. D'où la preuve de ça, c'est que le billet le plus utilisé, le plus pris, c'est le billet de 200 shekels. C'est celui qui permet, bien entendu, d'emmagasiner le plus d'argent liquide possible. Et d'ailleurs, il y a un billet de 500 shekels qui est depuis longtemps préparé à la Banque d'Israël avec les fichiers de Rabin. Ils ne le sortent pas parce que justement, ils veulent éviter que les gens veulent prendre chez eux des grands billets. Et apparemment, à cause des problèmes que je viens de passer, que je viens de parler, ça n'existe pas. Dernière raison, et c'est dû à la crise du Covid. On en a pas souvent parlé et souvent vous me dites, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait comme en France ou en Allemagne, de payer les entreprises pour ne pas qu'ils licencient. Étant donné qu'ils ont fait maintenant un système qui dit que si votre chiffre d'affaires il a baissé de temps et temps, alors on va vous donner plus d'argent, ou bien on dit aux gens qui sont au chômage, vous savez, si vous êtes au chômage, alors vous gagnerez tant et tant. Des entreprises ont intérêt à prendre plus de liquide pour pouvoir avoir les subventions du gouvernement, et les gens qui voudraient toucher leur relat ou leur chômage ont intérêt à se faire payer au noir pour justement avoir ces aides de l'État. C'est encore une des raisons qu'on pense de cette incroyable et étonnante augmentation d'utilisation des espèces. Alors, je voudrais que l'on aborde aussi un sujet important. Il semble que, au niveau des impôts israéliens, eh bien, on s'achemine vers des allègements dans la bureaucratie qui est liée à tout le système d'imposition en Israël. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Oui. Alors, d'abord, puisque nous sommes Kalita, nous sommes une radio pour les Olim, on peut dire allègement passer en bureaucratie dans ce cas-là. Hier, le ministère des Finances a demandé à la Commission des Finances de permettre la prolongation du droit des Olim jusqu'à mars 2021. C'est-à-dire, par exemple, il y a des dispenses d'impôts, des dispenses pour acheter une voiture, par exemple, des impôts indirects et autres, que les Olim, ou ce qu'on appelle ceux qui sont revenus les Toshav Choser, auraient le droit. Et si jamais il se termine à cette période-là, on sait très bien qu'il y a un problème. Maintenant, les commerces ne sont pas toujours ouverts et c'était pas possible d'utiliser tous les droits qu'on aurait voulu. Alors, ils ont décidé que même si maintenant, du point de vue légal, ça s'arrêterait maintenant, c'est prolongé automatiquement jusqu'à mars 2021. Concernant les allègements du bureaucratique, cette semaine, le chef des impôts, il faut sans se féliciter, a annoncé, c'est fini les papiers aux impôts. C'est-à-dire, à partir de maintenant, ceux qui ont des conseillers fiscaux ou des experts comptables qui les représentent n'auront plus besoin d'apporter au bureau des impôts la déclaration fiscale. Avant, il fallait faire et par informatique et aussi par papier. Étant donné qu'ils ont vu que le pilot a réussi, ils ont dit, dans ce cas-là, à partir de maintenant, tout celui qui est représenté n'aura plus besoin à partir d'aujourd'hui même pour 2019, puisqu'on peut encore faire sa déclaration pour 2019 jusqu'à la fin de l'année, pourra encore le faire uniquement par informatique, et on promet que dans celui qui le fera par informatique,
ça ira plus vite que si quelqu'un il le fait par le papier. Donc c'est très très important et très intéressant pour tous les gens qui souffraient beaucoup de visiter les bureaux des impôts dans les différentes villes. Autre chose, un allègement très important que le chef des impôts a dit, c'est ce qu'on appelle le TOFES 101, c'est-à-dire le formulaire 101 que normalement un salarié ou même quelqu'un qui est à la retraite ou même qui touche une pension de reversion devait chaque année remplir pour dire qu'il ne reçoit que ça ou s'il reçoit autre, alors il aurait dû payer plus d'impôts. Et à partir, il a dit que il y a des critères, mais même si par exemple un salarié, c'est quelqu'un qui est salarié, mais il est handicapé, il reçoit de l'État ce qu'on appelle Kitzvat Nechut, c'est-à-dire pour l'aider dans son handicap, ou etc. Et bien dans ce cas-là, ces gens-là seront dispensés, à partir du moment où ils l'ont fait dans le passé, et il n'y a pas quelque chose qui a changé, de faire cette déclaration qui souvent est très très, surtout pour les gens âgés, très compliqué et très énervant chaque année de devoir remplir encore des papiers. Et de toute façon, ils ont dit que si la personne a plus de 80 ans, dans tous les cas, elle sera dispensée, même si elle reçoit des retraites, et n'a pas déclaré avant ou quelque que ce soit, sera dispensée de faire ce TOFES 101. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour cette chronique économique hebdomadaire. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.